À la une ce soir, deuxième jour de visite du ministre de la Défense ivoirienne au Burkina Faso avec son homologue burkinabé Chérif Sy Téné Birahima Ouattara a parlé du renforcement de la sécurité et de coopération entre les deux États en guerre contre le terrorisme. Ce soutien des enseignants du lycée Philippe Zenda Kaboré aux élèves manifestant contre les réformes. Sans désavouer clairement ces dites réformes, les enseignants sortent de leur silence pour dénoncer ce qu'ils qualifient de répression barbare. Ils ont même arrêté les cours ce matin pour donner de la voix. Et puis la chronique économie de ce lundi qui révèle l'augmentation de la masse salariale au Burkina Faso. Elle grimpe d'année en année malgré les nombreuses interpellations des bailleurs de fonds. En 2020, on parle de 897 milliards de dépenses de personnel, soit une hausse de 52 milliards de francs CFA par rapport à l'année dernière. Voilà ce qui domine l'actualité de ce 10 mai. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs. Les mots sont forts, mais les enseignants du plus grand lycée du Burkina semblent les assumer. Barbarie, prise d'otages, répression aveugle digne d'un régime fasciste. C'est en ces mots que les enseignants du lycée Philippe Zenda Kaboré qualifient la dispersion des manifestations d'élèves contre les nouvelles réformes. Pour mieux se faire entendre, ils ont débraillé ce lundi. Abdou Aziz Saré pour plus de précisions. Des cartouches vides de gaz lacrymogène presque partout dans la cour du lycée Philippe Zenda Kaboré. Lors de leur marche de protestation contre les nouvelles réformes que souhaite apporter le gouvernement dans le système éducatif, les élèves ont été pourchassés par la police. Une course-poursuite qui s'est faite même dans les salles de classe. Une manière de faire que les enseignants du plus grand lycée du Burkina Faso qualifient de barbarie de la part des autorités. Pour exprimer leur mécontentement, ils manifestent ce 10 mai dans la cour de l'établissement. La journée du lundi 3 mai 2021 fut la plus risquée. Des dizaines de grenades lacrymogènes ont été balancées dans la cour du lycée jusque devant la salle des professeurs et les bureaux de l'administration, prenant en otage les personnels présents à leur lieu de travail. Ce fut le désarroi aussi bien parmi les élèves que les personnels enseignants et administratifs. Certains élèves suffoquaient, d'autres se sont évanouis, avec en prime des risques d'incendie. Cette répression aveugle, dite d'un régime fasciste, se fait sous l'œil approbateur et complice des responsables du lycée qui n'ont usé d'aucun moyen pour protéger leur personnel et leurs élèves. Selon les enseignants du lycée Philippe Zenda Kaboré, les élèves ne sont pas retournés en classe depuis le 29 avril dernier. Pourtant, disent-ils, le ministre de l'Éducation nationale les accuse à tort de refuser d'assurer les cours. Le personnel du lycée Philippe Zenda Kaboré, victime de cette barbarie, prend l'opinion nationale à témoin sur les tentatives du ministre de jeter les anciens du lycée Philippe Zenda Kaboré en pâture, en prétendant que ce sont eux qui refusent d'assurer les cours. Dénonce l'instauration au lycée Philippe Zenda Kaboré d'une liste de présence des enseignants pendant la grève des élèves. Le corps enseignant du lycée Philippe Zenda Kaboré estime que le gouvernement devrait discuter avec les élèves plutôt que de les faire mater par les forces de l'ordre. Une décision politique, elle ne doit pas être prise de façon clandestine et vous faire semblant. Une décision politique, là, je pense que si les tenants et les aboutissants là, avaient pu discuter très sincèrement, je pense que le message aurait pu passer. Mais si vous venez imposer ça, vous imposez, parce que j'ai dit, même le soir du sujet unique, là, il y a certains encadreurs qui ne sont pas d'accord pour ça. Les professeurs invitent le gouvernement à faire preuve de responsabilité afin de mettre fin à cette crise qui n'honore pas le secteur de l'éducation nationale. Deux pays, deux destins qui se croisent, deux histoires qui s'entremêlent, mais surtout
un même défi du moment, celui de lutter efficacement contre l'hydre terroriste. L'un subit les affres terroristes depuis 2015, mais l'autre n'a connu que 3 attaques depuis. Mais la menace est sérieusement prise à bras le corps de part et d'autre. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire par la coopération dans la défense. Les 2 ministres du domaine, l'Ivoirien Téné Birahima Ouattara et le Burkinabé Moumina Chérif Si se sont rencontrés ce 10 mai à Ouagadougou. Luc Pacbelgem. Le ministre d'État ivoirien, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, chez son homologue burkinabé Chérif Si. La menace terroriste qui s'est propagée des pays sahéliens jusqu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui oblige les États à mutualiser les forces et les énergies pour y faire face. Chose qui témoigne aussi de l'imbrication de nos 2 territoires et de la nécessité de pouvoir mutuellement nous protéger. Bien entendu, il y avait déjà une commission qui réunissait les cadres de défense et de sécurité et même du renseignement de nos 2 pays. Cette visite a permis de réactiver toutes ces structures-là afin d'y donner des instructions claires pour qu'un certain nombre de missions puissent se réaliser. 3 mois après sa nomination comme ministre de la Défense en remplacement de Ahmed Bakayogo décédé, Birahima Ouattara place cette visite dans le sens du renforcement et de la collaboration sécuritaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Aussi bien le Burkina que la Côte d'Ivoire, nous sommes tous confrontés à des défis sécuritaires. Ces défis sont de plusieurs ordres, mais le principal défi est celui donc du terrorisme que nous vivons quotidiennement. Nous avons pensé qu'il était bon que nous puissions ensemble voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos forces pour essayer de freiner la montée de ce fléau. Comme l'a dit mon homologue tout à l'heure, il existe un cadre qui a été défini il y a de cela 1 an, pour essayer de voir comment est-ce que nous pouvons mutualiser nos moyens pour pouvoir aller de l'avant. Il était important que nous puissions voir dans quelle mesure activer ce cadre. La Côte d'Ivoire a enregistré à nos jours 3 attaques terroristes, dont la dernière en date fut perpétrée à sa frontière nord à Koliko. Le Burkina Faso, quant à lui, subit les affres terroristes depuis 2015 et est engagé dans cette lutte avec plusieurs pays dans le cadre du G5 Sahel, mais aussi avec les autres États avec lesquels il partage des frontières. Combattre le terrorisme par les armes, les États s'y engagent, mais à côté, ils n'occultent pas d'autres voies, notamment l'approche préventive. C'est dans ce contexte que le gouvernement burkinabé a élaboré en 2018 une stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de lutte contre l'extrémisme violent. L'idée étant d'agir en amont pour éviter que les jeunes ne se fassent appâter par les groupes terroristes. 3 ans plus tard, où en sommes-nous avec cette stratégie? C'est la quintessence d'une rencontre qui s'est tenue ce matin à Ouagadougou. Benjamin Kwame. La stratégie nationale de prévention de la radicalisation et de la lutte contre l'extrémisme violent est ce document élaboré par le gouvernement en 2018 qui devrait lui permettre d'apporter une réponse conséquente au terrorisme en combattant le mal à la racine. En clair, il s'agit de cerner les causes profondes du phénomène afin de pouvoir agir en amont pour que les jeunes ne tombent pas dans les filets des recruteurs. 3 ans plus tard, le document est fin prêt et soumis ici à validation. Des jeunes, des frères, des sœurs, des enfants à nous ont eu le malheur de se laisser embrigader par des visions que certains leur ont servi en matière d'extrémisme là et ont même pris donc les armes contre leur communauté donc, et contre leur nation. Il va de ce que nous ne pourrons pas gagner la guerre donc, contre le terrorisme là si nous n'arrivons pas à transformer donc, la mentalité de ceux qui, hélas, se sont laissés induire en erreur. Et c'est ce à quoi donc, va servir cette stratégie-là. En plus, bien entendu, de faire en sorte qu'on puisse leur donner un nouvel avenir et qu'ils ne soient plus tentés donc, de rejoindre les groupes terroristes.
Donner un nouvel avenir aux jeunes, c'est leur donner des perspectives en termes d'emploi, selon le ministre en charge de la cohésion sociale. C'est aussi ce que pense le partenaire américain qui soutient le projet de manière technique et financière. Le développement économique inclusif et la résolution des problèmes tels que le chômage des jeunes constituent un autre élément essentiel de la lutte contre l'extrémisme violent à travers la promotion des opportunités. Cette rencontre de validation de la stratégie et de son plan d'action constitue une étape cruciale en ce qu'elle précède la mise en œuvre concrète de cette politique de prévention de l'extrémisme violent sur le terrain, à en croire le ministre en charge de la cohésion sociale. C'est une promesse de campagne du candidat Roch Kaboré qui est en passe de se concrétiser. Doter la région du Sud-Ouest d'un centre d'incendie et de secours. Le chef de l'État l'a promis en novembre dernier. 6 mois après, les travaux sont officiellement lancés. Gawa va disposer dans 8 mois d'une brigade de sapeurs-pompiers, une infrastructure qui était très attendue donc dans la cité du Bafouji. Et pour cause, en cas de sinistre, les soldats du feu devraient parcourir en moyenne 200 km avant d'intervenir. La pose de la première pierre du joyau a eu lieu le week-end dernier. Majid Bakouan. D'ici le mois de mai 2022, sortira de cet espace la toute première caserne des sapeurs-pompiers de la commune de Gawa, dans la région du Sud-Ouest. Et voici déjà ce à quoi va ressembler cette unité. D'un coût global de 1,5 milliard de francs CFA, ce centre sera implanté sur une superficie d'environ 1,6 hectares. Il comprendra entre autres un poste de commandement, un bâtiment R+1 pour les jeunes sapeurs-pompiers casernés, un parking, un plateau de sport et une infirmerie. Cette unité devra contribuer à accroître la capacité opérationnelle de la brigade des sapeurs-pompiers. Pour porter secours aux populations de Gawa et des environs, dans ces circonstances de détresse, les sapeurs-pompiers doivent parcourir en moyenne 200 km pour y arriver. Soit de Boromo, situé à 204 km de Gawa, soit de Bobo du Lasso, situé à 211 km de Gawa, soit de Banfora, situé à 197 km de Gawa. Les sapeurs-pompiers arrivent généralement tard et ne trouvent pas grand-chose à sauver. La construction de ce centre d'incendie de secours est la solution à ce problème. Elle permettra de réduire les délais d'intervention et rapprochera les secours au plus près possible des populations. Pour le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, la vision de son département est d'implanter une compagnie de sapeurs-pompiers dans les chefs-lieux de région qui n'en disposent pas. L'objectif étant de rapprocher les secours des populations et réduire les délais d'intervention. Le président Roch Kaboré, lors de sa campagne à Gawa ici, avait réitéré cette volonté de son gouvernement à travers une promesse faite de réaliser rapidement ce centre d'incendie et de secours. Aujourd'hui, les choses sont lancées. Les contrats sont déjà signés avec toutes les entreprises. Il y a un maître d'ouvrage délégué qui va suivre les travaux. Il y a des entreprises de contrôle. Et nous ne doutons point que dans 8 mois, nous pourrons avoir ce centre tout prêt, que Dieu le voulant, nous allons inaugurer avec joie pour permettre à la région du Sud-Ouest de bénéficier des secours en cas d'intempéries, en cas de situation dommageable. La construction de la caserne des sapeurs-pompiers de Gawa intervient après celle de Douri dans le Sahel, dont les travaux de construction sont à plus de 90%. Après Gawa, ce sera le tour de Fadan Gourma dans la région de l'Est, qui verra sa caserne de sapeurs-pompiers bientôt érigée, selon le ministre Clément Sawadogo. Gawa, qui est la prochaine ville du pays qui va bénéficier d'une antenne régionale de l'ONU, promet le ministre de la Sécurité, Ousseni Compaoré, qui était dans la boucle du Mouhoun ce week-end, une des régions les plus peuplées du Burkina. Près d'1,9 million d'habitants, 6 provinces. La boucle du Mouhoun, c'est plus de 65 000 demandes de CNIB par jour. Il était donc nécessaire qu'elle dispose d'une antenne régionale de l'ONU. Ces choses faites désormais, l'Office national d'identification s'implante à Didougou. Benjamin Kwame. Antenne régionale de l'Office national d'identification de la boucle du Mouhoun,
un bâtiment flambant neuf, 6 à Dédougou, chef-lieu des régions. Un siège inauguré ce 8 mai par Houssine Kopaoré, le ministre de la Sécurité et les forces vives de la boucle du Mouhoun. À l'intérieur, les agents chargés de la confection de ce document d'identité sont à pied d'œuvre. L'antenne de Dédougou vient déconjectionner celle de Bobo Dioulasso qui couvrait à elle seule 4 régions. Cette antenne était reliée au centre de production de Bobo Dioulasso. Le même centre de production de Bobo Dioulasso couvrait aussi bien la région de la boucle du Mouhoun que les régions des Cascades et du Sud-Ouest. C'est dit donc qu'elle avait à sa charge 4 grosses régions, et l'antenne de Bobo ployait en fait sous le coup des demandes. C'est pourquoi dans la logique de décongestionner le système de production et de délivrer avec beaucoup plus de célérité la carte nationale d'identité aux citoyens, nous avons procédé à l'ouverture ce matin, qui constitue en fait un grand pas dans le processus de déconcentration. Déjà, l'ONI de Dédougou a reçu 65 000 demandes et produit 35 000 autres cartes. Par jour, c'est 1000 CNIB qui pourront être produites dans ce centre. Aujourd'hui, elle a une capacité minimale de 1000 cartes journalièrement. À terme, nous voulons aller vers 2000 cartes par jour pour absorber le flot de demandes. Vous voyez déjà que nous sommes à plus de 50 000 demandes déjà reçues en si peu de temps. La boucle du Mouhoun, c'est environ 1 900 000 habitants, 6 provinces et 45 communes. C'est donc une nouvelle qui soulage les populations. Les gens vraiment sont confrontés à beaucoup de problèmes. Tu peux faire ta CNIB, tu peux faire 4 mois, 3 mois, 6 mois. Après, si tu ne repars pas quand ta CNIB, tu peux se griller. Donc tu as des problèmes. Les gens sont là, il y a souvent des gens qui veulent voyager, ils n'ont pas la CNIB. Tout ça, c'est des problèmes. Mais si, comme l'antenne, elle a bien venu chez nous. C'est un ouf de soulagement, parce que moi, particulièrement, j'avais besoin d'une CNB. Il a fallu que je me déplace jusqu'à Bobo pour me faire délivrer une CNB. Et j'ai perdu un temps, parce qu'il a fallu que je prenne une autorisation d'absence pour me rendre à Bobo, se faire établir une CNB. Et voilà, mais avec ça, je pense que c'est un ouf de soulagement. Toutes les 13 régions du pays, après Dédougou, c'est la ville de Gawa qui devrait recevoir son antenne. Notre intention est de répandre dans toutes les régions, de décentraliser pour faciliter, l'acquisition des cartes d'identité. Nous allons prendre toutes les mesures pour décentraliser, pour agir dans le sens de la vision du chef de l'État. En termes de planification, nous sommes déjà prêts. Dans l'immédiat, je peux vous dire que la prochaine, ça va être l'antenne de Gawa. Cette antenne s'ouvre après celle de Fada, à l'est du pays, intervenue le 18 septembre 2020, et celle de Kaya, ouverte officiellement le 16 février 2021. Tout autre chose à présent, et je vous l'annonçais en titre, la semaine dernière, nous vous parlions des ministères et institutions qui sont les plus budgétivores en électricité, eau et téléphone au Burkina Faso. Dans la chronique économie de ce lundi, eh bien, nous levons un coin de voile, cette fois sur les dépenses du personnel dans ces ministères. Ils sont 5 ministères en 2020 à s'accaparer à eux seuls près de 84% des dépenses du personnel étatique. Il s'agit du ministère de l'Éducation nationale qui a la masse salariale la plus élevée parmi tous les départements. Il est suivi de 4 autres ministères selon le rapport d'exécution du budget 2020. Qui sont-ils? Qu'est-ce qui gonfle les dépenses? Avec quelle incidence sur le fonctionnement de l'État? Élément de réponse avec Benjamin Kwame qui signe la chronique éco de ce lundi. En 2020, les dépenses totales au titre du budget de l'État burkinabé s'élevaient à un peu plus de 2500 milliards de francs CFA.
De ces 2000 milliards, il a été dégagé une enveloppe de 898 milliards pour la prise en charge des dépenses du personnel des ministères et institutions. Des dépenses qui ont augmenté de 52 milliards par rapport à 2019, annonce le rapport d'exécution du budget 2020 qui précise que 5 ministères cumulent à eux seuls 84% des dépenses du personnel. Et le ministère de l'Éducation nationale est en tête de ce classement avec 44% des dépenses totales de l'année. Il y a des ministères qui sont très importants. Le ministère de l'Éducation nationale, vous savez que c'est le ministère qui couvre le territoire de bout en bout parce qu'il y a les enseignants, il y a les lycées et collèges. Donc on a besoin de fonctionnaires, de cadres pour l'encadrement et pour l'enseignement de façon générale. Donc c'est les plus gros effectifs. C'est l'éducation, c'est la santé. Donc normalement, compte tenu du fait qu'ils ont les plus gros effectifs, c'est normal qu'ils aient les plus gros postes aussi en termes de dépenses de personnel. Le ministère de l'Éducation nationale, c'est donc 56% de l'effectif total de la fonction publique. Derrière lui, il y a celui de la santé, avec 121 milliards, celui de la défense, de la sécurité et de l'économie, pour les 5 premières places. Les raisons qui justifient ce classement sont légion. Je pense que la hausse est expliquée un peu par des situations de régularisation, des décisions qui ont été prises antérieurement par le gouvernement dans le cadre des négociations avec les partenaires sociaux. Et l'autre aspect qui explique l'augmentation des charges du personnel, c'est que vous savez que ce n'est jamais figé. On ne donne pas, par exemple, 100 000 francs à un agent pendant 10 ans. Donc il y a les effets d'avancement, les nouvelles indemnités, etc. Il faut ajouter à cela les arriérés des salaires, la revalorisation salariale des agents de la police, des gardes de sécurité pénitentiaire, pour ne citer que ceci. Un engagement de l'État, certes, mais qu'il importe de maîtriser. De maîtriser, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on aura toujours des besoins. On recrute toujours dans l'armée, on recrute toujours dans la santé, on recrutera toujours dans l'enseignement parce qu'il y a encore des besoins non satisfaits. C'est-à-dire, si vous regardez que vous avez besoin de 50 000 fonctionnaires d'ici 2 ans, et vous regardez que depuis 2 ans, les recettes de l'État sont en train de baisser, si vous forcez, vous recrutez, il faut que vous trouviez des ressources ailleurs pour les payer. En dehors des recrutements, l'équipe de Roch Kaboré devrait commencer, elle aussi, à réduire ses dépenses en parlant ici du train de vie de l'État. Si un ministère peut fonctionner avec 40 pick-up, pourquoi on va en acheter 60? Si on a besoin de 50 000 litres de carburant pour l'année, pourquoi on va en commander pour 100 000? Si chacun, à son niveau de responsabilité, intègre que c'est important qu'on réduise les charges. Parce que le train de vie de l'État, c'est souvent des charges qu'on ne voit pas aussi. Si chacun essaie de débusquer ces charges-là et de les réduire, on aura ce qu'on appelle l'effet de masse. Et cet argent peut aller ailleurs, ça peut aller dans la santé. Il est bon de le savoir, ce classement du rapport d'exécution du budget 2020 n'a pas pour intention de jeter à la vindicte tous ces ministères à gros effectifs, mais plutôt révéler ce nombre élevé dans les ministères afin de corriger ce qui peut l'être en ce qui concerne le ratio masse salariale. Et pour finir, dans le domaine de la préservation de l'environnement, voyons ensemble cette initiative. Elles sont 4 à se mettre en ordre de bataille contre le changement climatique en Afrique de l'Ouest. Un consortium d'organisations de la société civile qui entend contribuer à améliorer l'efficacité des politiques publiques pour mieux freiner les effets pernicieux de la dégradation de l'environnement. Au Burkina Faso, le projet touchera au moins 7 régions. Le plan d'action de cette initiative s'inscrit dans le projet Benkadi. Il a été lancé officiellement le 6 mai dernier. Benjamin Kwame. Benkadi en langue bambara, ou travailler ensemble dans la même direction. Lancé en ce jour, va couvrir 67 communes en Afrique de l'Ouest, 30 régions
dans 4 pays que sont le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Des pays initiateurs du projet par l'entremise de certaines organisations de la société civile. Le consortium Benkadi ambitionne à travers cette initiative de travailler à atténuer les effets du changement climatique sur les communautés vulnérables issues de ces pays. La réduction du faible accès à l'énergie ou de l'insécurité alimentaire est l'un des objectifs du projet. Il est visible pour tout le monde maintenant les effets du changement climatique parce que ce sont des réalités que nous vivons au quotidien. Et pour des pays comme ces 4 pays qui vivent sur la base de l'agriculture, on peut constater déjà qu'il y a un impact socio-économique. Et c'est sur la base de cela, il y a même un impact également sur le mouvement des populations parce que du fait de la raréfaction des ressources naturelles, les populations sont obligées de migrer pour pouvoir trouver donc de quoi subvenir à leurs besoins. Le programme Benkadi cible les agriculteurs, les paysans, les pêcheurs, les acteurs de la société civile et ce n'est pas tout. À terme, il vise à amoindrir l'impact de la dégradation des écosystèmes, la déforestation, l'érosion côtière et la pollution par l'orpaillage. De quoi trouver tout un sens auprès du gouvernement burkinabé. C'est un programme novateur parce que vous savez que ces pays-là sont confrontés à un certain nombre d'effets négatifs liés au changement climatique. Économiquement basé sur l'agriculture, sur l'élevage, sur la pêche, sur la foresterie. Donc l'ensemble de ces domaines-là sont durement frappés par le changement climatique. Il faut donc que le gouvernement ait des programmes assez précis pour pouvoir lutter et préparer la population à ce changement climatique. L'essentiel étant donc de préparer la population à la résilience sur les effets néfastes du changement climatique. Benkadi, en plus des 4 pays, est aussi soutenu par le Vodendak, une organisation néerlandaise à travers son programme mondial. Les Pays-Bas, à travers ce partenariat, soutiennent le projet avec une enveloppe d'un peu plus de 14 milliards 200 millions de francs CFA pour les 4 pays. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité partout au Burkina Faso et plus précisément à Narbingou dans le Namantenga. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.